Chapitre 3 L'évasion finale. Un garde émit une pensée qui déclencha l'alarme générale. La sirène perça tous les bâtiments. Allez, ce n'est pas le moment de traîner, suis-moi. L'adolescent suivit son bienfaiteur. Ils sortirent de la pièce et traversèrent des couloirs. L'alarme perçait toujours de son son strident. Les nains s'étonnèrent de ne trouver personne à leur poursuite. Mais quand ils sortirent du bâtiment, ils comprirent pourquoi. Plusieurs centaines d'hommes étaient présents, que ce soit des militaires ou des citoyens. Félian était à leur tête. À ses côtés se tenaient Sircan, Elinora et Bioldu. Relâche immédiatement cette arme et rends-toi. Sinon nous userons de la force pour te maîtriser, alerta Félian. Tarouki s'apprêta à porter un coup, mais un violent impact le plaqua au sol. Le coup avait été porté sur sa nuque. C'était Félian, qui était passé derrière lui à une vitesse prodigieuse. L'adolescent tomba raide sur le sol. Le chef des nains fit quelques mouvements. Un énorme tube emprisonna l'agresseur de Tarouki. Sircan se concentra, tandis que Elinora se dirigea vers les nains. Sa façon de se déplacer était clairement anormale et défiait les lois de la physique. Les nains luttèrent contre eux, et l'un d'entre eux alla directement vers Tarouki et lui appliqua une sorte de capsule sur la nuque. Ce dernier se releva, d'abord un peu sonné, mais voyant la scène devant ses yeux et voyant les nains en mauvaise posture, il se releva et porta un coup direct avec l'arme sacrée, non sans la douleur de l'impact. Son coup avait été porté maladroitement, mais une puissante onde se dégagea de l'arme. Les interrigues, au vu de ce rayon, semblaient avoir instantanément perdu tout moral. Cette vague frappa tous ceux qui étaient devant eux et sur les côtés. Ces derniers s'écroulèrent subitement. Peu après, Kilian et Essaru apparurent. Félian se libéra du tube par la force condensée et fit face à l'adolescent. Mais il sentit des rochers qui remontèrent du sol pour l'enfermer à nouveau. « Dépêche-toi, jeune homme, les renforts vont arriver. » Mais un phénomène interrompit le combat. Une lumière rouge perça le ciel. Cette lumière éloignée semblait de type électrique et semblait provenir du lieu où était le ravin. Il était étonné comme les autres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rei. Tarouki ne s'en préoccupa pas plus que cela et voulut s'enfuir quand quelque chose le força à se retourner. Essari lui avait lancé une boule d'énergie. L'adolescent, par réaction, porta un coup avec l'épée sacrée. Le petit fut terrifié de voir le coup qui venait vers lui, mais une silhouette s'interposa entre lui et l'attaque. Ce dernier reçut l'attaque en plein fouet et s'écroula subitement, sans faire quoi que ce soit. Kilian, son tuteur, s'était interposé. « C'est trop mignon !» se moqua l'adolescent, qui riait de toutes ses larmes. Kilian tomba au sol. Le rayonnement de l'arme continua son chemin, détruisant les structures à son passage. Essari se précipita sur lui très inquiet. En voyant cette scène totalement stupide, Tarouki eut une idée lumineuse. Il s'avança à toute vitesse et prit le petit interrigue au dépourvu. Ce dernier se débattit pour essayer de s'en libérer, mais il n'y parvint pas. Les renforts ne tardèrent pas à arriver. Il était suréquipé de manière à se protéger de l'onde de choc de l'épée. L'adolescent grogna. Une ombre fondit sur l'adolescent. Le chef nain le tira en arrière pour lui éviter de se faire capturer. Un filet tomba sur le sol et émit des signaux électriques. Ceux-ci étaient destinés à assommer ceux qui y étaient pris. Constatant le danger et leur niveau d'expertise, Tarouki annonça. « Si vous essayez de faire quoi que ce soit, je tue l'otage. » Tous furent surpris de voir que cet otage n'était autre que Essari. Les nains ne perdirent pas leur temps pour préparer une attaque groupée. Le chef des nains lutta,
pour ne pas laisser échapper Félian, mais il demanda le renfort de la moitié des hommes pour maintenir l'emprise. L'adolescent agita l'arme sur tous les bâtiments alentour à la fois, dans le but de les ralentir et parce qu'il voulait détruire une partie de la ville. L'onde arriva à destination et porta des dommages sur les bâtiments ciblés. Certains s'écroulèrent partiellement, d'autres se fendaient. L'adolescent fut surpris que les dommages soient aussi peu probants. Les nains lancèrent leur attaque groupée. Ils érigèrent un mur de pierre qui séparait ces militaires d'eux. Ils étaient désormais libres de tout mouvement. Ils s'en allèrent et ils passèrent par un tunnel secret pour s'enfuir. Ainsi, ils n'avaient pas à se confronter aux créatures qui entouraient la barrière de protection, même s'ils étaient peu nombreux. Ils avancèrent sûrement dans le tunnel. Les interrigues de l'armée ne tardèrent pas à venir à bout de l'imposant mur. Ils partirent à leur recherche. Mais ils ne connaissaient pas l'existence de ce tunnel secret. Félian, qui s'était libéré, regarda la ville qui était endommagée. Pourquoi est-il revenu? Je croyais que notre maître l'avait fait arrêter à cause de ses actes perpétrés contre nous. Je n'en sais rien, admiré. À ce qu'il paraît, notre maître les aurait épargnés, informa un soldat interrigue. Mais ce n'est pas son genre, rouspéta Félian. Oui, mais il les tenait sous surveillance par les moyens internes et externes. Maintenant qu'il est mort, sa technique ne peut plus agir et les empêcher de nous ralentir. Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? Et puis, ce duel contre ce criminel. Qu'est-ce qui vous trouble, messire? S'enquit Lenzo. Il est vrai que l'absorption de l'attaque groupée des créatures l'avait beaucoup affaibli, mais il avait tout de même l'avantage. Pourquoi a-t-il perdu? Messire, il n'est pas invincible, observa Arya. Après tout ce qu'il a vécu, il s'est fait défaire par un gamin immature et cruel. Vous trouvez ça normal? Même s'il a fait un sacrifice pour nous, je trouve ça anormal. D'autant plus qu'il ne l'avait pas épargné quand il était sur terre, s'énerva Félion. En effet, ce dernier n'acceptait toujours pas sa mort. Il est tout de même mystérieux, conclua Rey. Peut-être que toutes ces années de service en tant que roi suprême l'a énormément fatigué. Cela peut expliquer ses comportements anormaux. Vous êtes au fait que notre roi ne nous avait pas avertis de son lien avec ce gamin, reprit Lenzo. Oui, et où veux-tu en venir? Ça a choqué toute la population. Il ne néglige pas de tels détails. Si le gamin était resté sur terre, j'aurais compris, mais là, il l'a fait venir intentionnellement ici. Il aurait dû nous l'informer. C'est un énorme manque de respect envers nous tous. Oui, je sais, je me pose la même question. Surtout qu'il n'a pas fait que nous cacher cela. C'est-à-dire, il a eu un contact avec la reine. Quoi? Avec la reine? Vous en êtes sûr? Oui, Sérénade l'a accompagné à ce moment-là. Et pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? Parce que notre maître lui a ordonné le silence, intervient Ryu. Je pense vraiment que l'île a achevé notre roi. Il a vécu 200 ans. Ce n'est pas négligeable par rapport à la durée de vie normale d'un roi suprême, remarqua Lenzo. Félian resta silencieux. Je ne te permets pas de dire ça, rouspéta Ryu. Du calme, ordonna Félian à Ryu. Il n'est peut-être pas tort. Le seigneur Kubia était en excellente forme la dernière fois que je l'ai vu. C'est un prodigieux monarque qui est tombé amoureux de cette île. Il en a pris soin comme jamais aucun de nous l'avait fait auparavant. Il a aimé cette île malgré les milliards de dangers qui la peuplent. Même si le danger des créatures reste présent, c'est l'esprit qui est important. C'est par l'esprit qu'on doit se brancher à l'île et non par sa forme physique hostile. C'est ce qu'il nous a appris, argumenta Ryu avec zèle. Je suis d'accord, mais ce que vous dites ne change pas le fait qu'il soit mort. Et puis, il était trop indulgent. Il n'aurait jamais dû épargner ces nains. Tu as bien vu le résultat. Ils ont libéré ce criminel
parce qu'il a enfin réalisé leur rêve. Je te fais remarquer que cela a été voté à la majorité. Mais Félian a voté contre. Il suffit, vous deux, ordonna Félian. Ce sujet n'est pas prioritaire. Ryu, allez préparer les équipes d'élite pour retrouver le criminel. Privilégiez de petites équipes aux compétences variées. Transmettez l'ordre de non seulement arrêter ce criminel, mais aussi tous ces nains. Je compte sur vous. Entendu, messire. Et vous, qu'allez-vous faire? Les victimes de l'arme sacrée étaient affalées sur le sol. Ils étaient une centaine. Certains bâtiments affichaient l'aspect désolant de la destruction, tandis qu'une atmosphère pesante se faisait sentir sur la ville d'Eldar. Taruki arriva dans un petit village. Ce village était très moderne et ne manquait pas de charme. Les maisons étaient en forme de dôme. Certains bâtiments avaient des formes excentriques. « Tu vas garder ce bonhomme » s'enquit le chef des nains en désignant Essari du regard. « Oui, c'est mon chien-chien. » Essari le frappa pour essayer de s'enfuir, mais l'adolescent le retenait solidement. Puis, il le roua de coups. Le petit enfant fut très atteint et tomba sur le sol. « Vous n'avez pas un moyen pour l'attacher » Le petit intrigue fut poings et pieds liés par les liens de la fréquence. Dans la salle où il était retenu, le chef et les 30 nains discutèrent avec l'adolescent. « Je m'appelle Irium et je suis le chef des nains, se présenta-t-il. Les 30 nains se présentèrent un à un. « Pourquoi m'avez-vous libéré » demanda Taruki intrigué. « Parce que tu as tué l'homme que nous essayons de tuer. Nous admirons beaucoup ta force. Tu as réussi à éliminer le chef suprême de cette île et c'est un exploit. » Tous se mirent à genoux devant lui. « Nous te remercions de nous avoir libérés de lui. Si tu as pu le supprimer, c'est que l'ordre des choses le voulait. »« Pourquoi vous vouliez qu'il meure » s'enquit Taruki. « Parce qu'il... Les nains regardèrent leur chef. « Ça vous remonte en mémoire, chef » s'enquit Dei. « Pourtant, vous étiez tout émoustillé quand vous nous avez détaillé cette rencontre, remarqua Ur. Mais en fait, il vous a fait peur, conclua Simon. En fait, nous sommes contents, voilà. Il vous a fait peur, c'est ça essaya Taruki. Disons qu'il a frappé à un point fort, au moment où je m'y attendais le moins, se contenta de répondre Erium. En fait, commença Dei, au départ, nous voulions éliminer ce roi, parce que nous pensions qu'il était la cause même de l'étrange agressivité des créatures. Alors, pour le mettre en péril, nous avons essayé de lui tendre toutes sortes de pièges. Mais un jour, il a débarqué chez nous, sans même nous prévenir au préalable, et il a surpris le plan final que nous préparerions contre lui, continua Ur. Alors, il a pris des mesures très radicales pour nous empêcher de continuer nos actes. Mais il a aussi révélé une vérité qui a profondément choqué notre chef, termina Ximon. C'est bien lui ça, il te rentre toujours dedans. Quand j'étais sur Terre, il me faisait souffrir. Tu viens de la Terre s'étonna Erium. Ben oui. Les nains se regardèrent entre eux. Même si mon maître n'est plus ici, il est encore là, ragea le petit enfant. L'adolescent poisa le petit enfant d'un mauvais œil. C'est toi le minable qui dis ça? Alors que tu as lamentablement perdu contre moi? Enfin, après tout, tu ne pouvais pas gagner puisque j'ai le pouvoir de défaire votre soi-disant chef suprême. Je suis le plus puissant de cette île. Attends que Messire Félian te retrouve, il te fera payer ça. Taruki le roua à nouveau de coups. Il est minable, vous ne trouvez pas? Demanda Taruki. Tu devrais arrêter de le maltraiter, il a raison. Il nous a aperçus et rien ne lui empêche de nous faire arrêter. Au pire, je l'élimine avec l'arme sacrée. Il n'y a rien qui puisse résister à cette arme. Ils savent vite s'adapter, remarqua Ximon. Pourtant, aux dernières nouvelles
que j'ai eue, grâce à l'ordinateur central, les créatures ont triplé de nombre depuis qu'on s'est échappé. Je pense qu'aucun interrigue nous a donné la chasse, remarqua Ur. Qu'as-tu l'intention de faire, jeune homme, s'enquit Erium. C'est Taruki, mon nom. J'aimerais sortir de cet endroit. Sortir? Mais lorsqu'un étranger pénètre cette île, il doit passer obligatoirement par le roi suprême pour sortir. Lui seul détient ce pouvoir. Mais alors, je fais comment? C'est bien fait pour toi, tu n'aurais jamais dû tuer notre maître, s'exclama Essari qui était tout amoché. Grrr, je suis vraiment bloqué ici? Non, en fait. Et Ryum alla consulter ses archives et poussa un rouleau sur la table. Il existe bien un moyen de sortir, mais il y a un grand risque. Dans la falaise de la mort, à 100 mètres de profondeur, se trouve une petite grotte. Cette grotte contient une orbe orange, un objet extrêmement rare qui pourra te permettre de rentrer chez toi. Le problème, c'est que le chemin est presque impraticable, à moins de faire un détour à Eldar. Mais là, c'est encore avec beaucoup de risques, sans parler des créatures et si Kubiya a lié cette orbe à lui avant ton arrivée, alors sa mort fait qu'elle s'est désactivée. En somme, condamnation de ton moyen de sortie. Grrr, le connaissant, je suis sûr qu'il a fait ça, enragea-t-il. Alors, je suis vraiment coincé? Il y a bien un autre moyen de sortir, mais quoi? Non, oublie ce que je t'ai dit, s'excusa Erium. Il n'a pas le droit de faire ça, s'énerva Essari. Mais de quoi vous parlez enfin? C'est quoi ce moyen de sortir? Si tu pénètres sur la falaise de Nacre, un lieu sacré dédié uniquement au roi suprême, alors tu transgresseras une autre loi naturelle. Si tu fais ça, tu auras transgressé 5 lois. Au bout de ce nombre, la sanction est infligée par le roi. Mais il est mort, rappela Taruki. Oui, c'est pour ça que si on t'attrape, ils te feront patienter jusqu'à ce qu'un nouveau roi soit désigné. Celui-ci t'infligera automatiquement une sanction semi-divine. Une sanction semi-divine? Répéta Taruki effrayé. L'adolescent revit en mémoire ce terrible cauchemar, ce cauchemar qui se répétait sans cesse. C'est vrai qu'il n'avait pas aperçu l'être bleu quand il y repensait. Il ne voyait pas son visage, mais il était dans une colère folle. Cet être lui avait annoncé qu'en réponse à ses actes, il allait subir une sanction divine. Alors, ce cauchemar était prémonitoire. Et cet être que j'avais vu, ce n'était pas le zinzin bleu, mais son bras droit, réalisa Taruki à haute voix. Irium et ses hommes ne tenurent pas compte de ce qu'il disait. Dites, chef, on n'aurait pas dû le libérer. À cause de ça, on va vraiment se faire arrêter. Félian ne sera pas aussi indulgent que l'ex-roi suprême, avertit Dei. Pourtant vous étiez d'accord, remarqua Erium. Oui, mais en y réfléchissant, on a sauvé ce truc. Ce truc, c'est de moi que tu parles, rouspéta Taruki. Tout à fait, continua Ur. Tu n'es pas aussi fort que ça, en a l'air. Tu as vu comment tu t'es fait avoir par Félian? Je suis épuisé. J'ai subi d'atroces souffrances, et je garde encore des séquelles de mon combat contre l'autre minable. Il ne faut pas trop m'en demander. Calmos, on a déplacé le village, il ne risque pas de nous retrouver, fit Simon tout à fait désinvolte. Tu ne devrais pas rester ici. Il faut que tu parviennes à sortir. Pour t'aider, je te donne ceci. Erium lui tendit une sorte de capsule. Mets-la contre ton cœur, conseilla ce dernier. L'adolescent écouta ses conseils et plaqua l'objet contre sa poitrine. À son contact, la capsule fut absorbée. Eh, c'est normal. Il s'agit de l'une de nos dernières inventions. Il n'a pas besoin de la volonté pour être activé. Elle s'active tout seul. Il s'agit d'un bouclier qui peut absorber une grande quantité de dégâts en une seule fois. Il est très durable à long terme et peut même résister à des assauts de grosses créatures. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me montrer le chemin de la falaise sacrée, s'enquit Taruki.
Tous furent pris au dépourvu par sa demande. Certains poussèrent des cris. Mais tu es fou, quoi! Tu crois qu'on va te montrer le chemin alors que nous t'avons déjà libéré? Objecta Ur. Mais nous pouvons te montrer le chemin sur la carte, mais nous n'irons pas plus loin, expliqua Erium. Ça me convient. Tu n'as pas le droit d'aller sur la falaise sacrée, tu n'as pas le droit de manquer de respect à un lieu sacré. Il est au maître Koubia, et je ne tolérerai pas qu'un sale criminel empiète un lieu aussi pur, s'énerva Issari. L'adolescent s'approcha de l'enfant avec un air terrifiant. Tu n'iras pas avant de m'avoir passé sur le corps, continua-t-il avec conviction. Taruki éclata de rire. Il est trop drôle, il croit faire quoi contre moi? C'est beau l'innocence, se moqua Taruki. Pourquoi as-tu tué notre maître? Pourquoi as-tu fait un acte aussi abominable? Il ne méritait pas ça. Tu es le pire criminel qui soit. Même les Kalzaks étaient mignons comparés à toi. Si tu savais à quel point j'ai envie de te le faire payer. Il ne faut pas penser de telles absurdités à ton âge. Tu es trop petit, se moqua Taruki. Issari explosa de rage, mais il prit sa respiration pour se calmer, puis il ferma les yeux en les crispant. Il offrit cette douleur à son maître. La douleur s'évanouit alors. Erium expliqua le chemin au jeune adolescent avant de lui confier la carte. Il l'avertit des dangers qu'il allait rencontrer. Il le remercia à nouveau. Taruki récupéra Issari, puis il se mit en route. La licorne, tu es là? Un silence se fit entendre. Les alentours étaient étrangement silencieux, ce qui procura une certaine peur. Issari en bénéficia totalement, et en son cœur, il espérait que Félian allait le sauver. Des légers bruits se firent entendre, les sons se firent de plus en plus forts et de plus en plus rythmés. La magnifique licorne s'amena devant son maître. Le petit enfant fut ébloui de la splendeur de la bête. Elle était magnifique, mais immédiatement il pensa à son maître mort. Son visage se teinta de tristesse. La licorne lui murmura quelques courtes paroles que Taruki ne fut pas à même de comprendre. « Ne perds pas espoir, il arrive. »« C'est vrai, s'exclama Issari avec espoir. Mais Sir Félian va me sauver ?» L'adolescent fit monter le petit Intrigue et ordonna à la licorne de se rendre à la falaise de Nacre. Mais pendant le trajet, de plus en plus de créatures le poursuivirent. Cela effraya Taruki, mais ce qui le rassura, c'était le fait qu'il soit en possession de l'arme sacrée. Mais pour une raison étrange, aucun d'eux n'attaquèrent. Arrivé à la falaise de Nacre, il descendit. Comme son nom l'indiquait, la falaise était de nacre. Elle était splendide. Le jeune garçon fut surpris d'une sorte d'intuition. Il regarda l'endroit, ne comprenant pas exactement ce qu'il sentait. Le vent commença à s'agiter. Un murmure lui parvint, un murmure à peine perceptible. Je dois avoir des problèmes auditifs dus à cette défragmentation. Tiens, d'ailleurs, je ne constate pas vraiment de dégâts. Comment cela se fait? Appelle-moi, fit une voix perdue. Taruki scruta les alentours en essayant de localiser celui qui avait dit ça. Sur le terrain, beaucoup de créatures l'avaient encerclé. Leur visage ne reflétait pas la moindre agressivité. Au contraire, ils reflétaient une grande curiosité. Ils avaient de larges yeux, comme s'ils s'attendaient à un événement particulier. « Vous voulez ma photo ?» À cette phrase, toutes les créatures s'agitèrent joyeusement. « Sérieusement ?» s'enquit l'adolescent, qui ne s'attendait pas à cette réaction. Issari fut impressionné de les voir dans cet état. C'était sans doute la première fois dans l'histoire de Kinéa qu'il n'était plus agressif. Est-ce qu'un pouvoir particulier du criminel se serait activé? Mais brutalement, de lourds pas se firent entendre. Des lourds sabots piétinèrent le sol tout en se rapprochant de leur cible.
Se dressant haut de leurs 3 mètres, les girasses se présentèrent devant Tarouki. « Mais vous êtes… » »« Oui, petit insecte, nous sommes les girasses, créatures les plus sacrées et respectées de l'île. Nous sommes ceux qui ont le plus de potentiel de liaison avec l'île. Mais nous nous sommes venus vers toi pour te dire que le porteur de ta sanction arrive vers toi, s'exclamèrent-ils. Ce satané fainéant. Mais je serais parti bien avant, donc ne me retardez pas. Toi, tu t'es attiré les foudres de nous tous. Tu ne pourras plus jamais vivre comme tu l'entends. Si tu veux te repentir, adresse-toi au porteur de ta sanction. En fonction de ta sincérité, il prendra des mesures spéciales. Mais plus tu transgresseras de loi, plus ta punition sera de longue durée dans le temps. Et nous voulions te prévenir. Les sanctions ici sont terribles. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Tu as été prévenu, petit insecte. J'en ai rien à faire, rétorqua-t-il du tac au tac. Et Sari allait de surprise en surprise. Il avait vu la seconde monture de son maître, et maintenant il était en présence des majestueux et puissants girasses. Il était comblé de voir tant de merveilles défiler sous ses yeux chétifs. Au village d'Eldar, toutes les créatures qui s'étaient brutalement amassées autour des barrières s'étaient évanouies. La ville n'était plus tenue en otage. Un intrigue explora les environs avec d'autres pour évaluer les dégâts. Eh bien, il n'a pas été de main morte. C'est tout ce que ça te fait ? Demanda Jonc. Tu remarqueras que les dégâts sont plutôt légers pour une personne qui a employé l'arme sacrée, constata Masco. Jonc et les autres intrigues furent stupéfaits. C'est vrai que tu n'as pas tort, c'est étrange. Si vraiment il nous haïssait, il aurait pu détruire la ville entière avec un seul coup. Mais seuls quelques bâtiments ont été détruits. Je me demande si cela a un rapport avec l'étrange réunion que notre maître avait organisée pour nous faire boire un étrange liquide jaune. Quel rapport avec l'arme sacrée ce liquide, s'enquit Jonc. Aucune idée. Je disais ça juste comme ça, ria Miesco. Tu es plutôt inconscient. Il s'est échappé, il a causé de sacrés dégâts et tu es toujours aussi désinvolte. Pourquoi se lamenter? Je sais cela, mais ça ne m'empêche pas de positiver. Tu as au moins remarqué l'identité de tous ceux qui sont à ces trousses, questionna Masco. L'armée? C'est vague. Ryu a lancé le régiment spécial, et le pire, c'est que Félian en personne est parti aussi. Ah oui, et qui garde la ville? Bah, le bras droit de Félian, répondit Masco, étonné de cette question. On passe vraiment par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec les rois suprêmes. C'est vrai, c'est dommage d'avoir perdu le prétendant actuel. Je croyais que tu évitais de te lamenter, remarqua insidieusement Jonc. Comment veux-tu que je ne plaigne pas sa disparition? C'est évident, voyons. Perdre un roi tel que lui est très dur. Il est vrai que c'est dur et qu'on ne va pas s'en remettre d'aussitôt, mais au moins nous avons une petite idée de qui sera le prochain roi. Avant, nous n'avions pas ce genre d'informations. Que veux-tu dire? Quoi? Tu n'as pas consulté le tableau des probabilités? Mais il ne s'active que lorsqu'un périple est entrepris, ce n'est pas le cas. Tu me croiras ou non, mais il est déjà activé, et nous connaissons déjà à peu près tout le nom du prochain roi, et c'est Félian, devina Masco. Oui, mais il est jalonné de près par 4 autres concurrents. Cependant, Félian a le pourcentage le plus élevé. Depuis quand les Céréas font de la publicité? Marmonna Masco désinvolte. Mais, avec ce qu'il vient de nous arriver, je pense que cette compensation est tout à fait honorable, répliqua Jonc. Oui, tu as bien raison. Ça doit être pour cela que Félian doit être parti. Hein? Si c'est lui le prochain roi, c'est à lui qu'incombe de punir le criminel. J'espère au moins que le sacrifice de notre roi va enfin porter notre rêve à la réalité. Qui sait? Fit Masco,
évasivement. Pourquoi ce qui c'est évasif? Bah, tu connais le fonctionnement de cette île. Tu sais bien que nous sommes tous maudits et que par conséquence, on ne peut pas aller à l'extérieur d'elle. Mais moi j'y crois, le maître n'est pas stupide. Je n'ai jamais dit qu'il était stupide. Allez, on a du travail, termina Masco. Les Guiras continuèrent à parler à l'adolescent. Si tu te rends immédiatement auprès de nous, alors ta sanction sera allégée. Mais dégagez, vous me faites perdre mon temps. Une fois les Giras avaient prévenu le garçon, ils s'en allèrent en silence. Et Sari n'en revenait pas de ce qu'il venait de voir. On ne voyait pas des Giras couramment. En fait, très peu avaient l'immense honneur de contempler leur magnificence. Le petit Interrigue était aux anges. Il conserva dans son cœur la chaleur de cette rencontre. « Appelle-moi, répéta la voix. Qui es-tu? Je suis enfermé depuis longtemps. Libère-moi et je t'aiderai. Je fais comment pour te libérer? Nomme-moi par mon nom. Et c'est quoi? Enel. L'adolescent répéta alors le prénom. Enel, je te libère. Un déploiement de flammes surgit du sol. Un large torrent remonta vers le ciel. Dans ce torrent, une forme pouvait être discernée. Étant floue au départ, elle se précisa très vite. Enel sortit du torrent de feu. Il avait un aspect humanoïde. Son corps entier était composé de flammes. Sa tête représentait la forme d'une flamme. À son minois, quiconque pourrait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un esprit sérieux. Bien le blonjour, explosa l'esprit de feu avec une grande joie. Que puis-je faire pour toi? L'adolescent réfléchit, puis il eut une excellente idée. Tu peux brûler toute cette forêt? Demanda Taruki. C'est vrai, je peux, tu m'autorises à cramer tous les arbres alentour? Demanda-t-il avec une joie explosive. Ah oui, défoule-toi, fais ce que tu veux, brûle tout ce que tu veux, répands tes flammes et détruis tous les Interrigues que tu vois. Oui, à tes ordres, youpi, j'ai le droit, j'ai le droit. Enel se gonfla comme un ballon. Il enfla, avant de tout relâcher d'un seul coup. De puissantes flammes sortirent de sa bouche. Très vite, la forêt prit feu, et les créatures fuyèrent. Et Sari tenta de s'enfuir pendant ce temps, mais l'adolescent le rattrapa. Puisque tu ne m'es plus utile, Taruki prit de l'élan et frappa le petit Interrigue de toutes ses forces. Il fit un vol plané vertigineux et chuta. Il se retrouva prisonnier au milieu des flammes ardentes. Le crépitement qui s'en dégageait était très puissant. Les arbres brûlèrent très vite. L'air était devenu brûlant. La chaleur étouffa le petit enfant sans défense. De plus, il avait les mains liées et il ne pouvait les délier à cause de la sécurité de la fréquence. Pendant ce temps, Taruki pénétra dans la magnifique falaise. Rien qu'en accomplissant cet acte, il se sentit surpuissant. Il avait l'impression de gagner en pouvoir et en domination. Il emprunta de magnifiques escaliers transparents. En les utilisant, il glissa sur ceux-ci, comme s'il faisait de l'auto-tamponneuse. Quelle sensation agréable! Les murs étaient irréguliers et étaient en forme de vaguelettes. Ces murs brillaient d'une manière d'un diamant poli. C'était magnifique. L'adolescent ressentit en ce lieu une pureté exceptionnelle. Pendant son ascension, il s'arrêta à l'entrée du lieu. C'était une simple pièce transparente avec, en son centre, une fontaine au design très recherché. Intrigué, Taruki entra dans cette pièce. À cause des flammes ardentes d'Enel, il avait très soif. Il plongea ses mains dans la fontaine et recueillit l'eau qu'il but. Il engloutit le breuvage en s'en régalant. « Elle est drôlement bonne, cette eau !»
Elle est légèrement parfumée, quelle pureté! S'exclama Taruki, très ravi d'avoir découvert cette source. Il but directement à la fontaine et se rassasia. L'adolescent constata avec une immense surprise que toutes ses forces lui étaient revenues. Il était comme neuf, les souffrances occasionnées par les machines avaient disparu, de même que les séquelles laissées par le rude combat contre Kubiya. C'était cette eau qui avait accompli de tels prodiges. En réaction à cette merveilleuse découverte, il s'empressa de faire apparaître de son ki des fioles. Ils les remplirent avec beaucoup de joie. Avec ça, il pouvait défaire n'importe qui. C'était comme s'il était devenu invincible. Il mit les fioles dans sa poche pour les saisir sans avoir besoin de les tirer de son ki. Puis, il reprit son escalade en se demandant quelle merveille l'attendait là-haut. Il y parvint enfin après quelques minutes et vit un lieu splendide. Le lieu était très vert et avait plusieurs lacs. Les arbres avaient l'allure tortillée et portaient de fruits roses, mais ce qui était intéressant, c'est que des cristaux gigantesques parsemaient le paysage. Il avança et vit devant lui 3 portes interdimensionnelles. Des chandelles brûlaient aussi, de diverses couleurs, de bleu, de rose, de blanc, d'or et de vert. Les troncs des arbres étaient entortillés et leur feuillage dessinait des motifs qui ressemblaient à des symboles. Cela n'avait rien à voir avec le paysage excentrique de Kinéa. Le lieu était charmant et envahi par un gazon blanc et 3 fontaines parsemaient le paysage. Elles étaient dévorées par les mêmes écritures que celles qui avaient déclenché l'arme sacrée. Ils ne m'ont pas menti, pensa Taruki. La première porte montrait la maison de Taruki située sur la planète Terre. La seconde menait vers une ville de diamants qu'il reconnaissait très bien. À la troisième n'était pas activée. Au-dessus de cette dernière était inscrit « Porte de l'Oraction ». Mais un léger bruit surprit Taruki. Il se retourna de manière très vive, croyant voir Félian. Mais à la place il vit une splendide fée. Mais qu'est-ce que tu fais en ce lieu sacré? Tu n'es pas autorisé à pénétrer ce lieu, remarqua cette dernière. Je veux juste rentrer chez moi, j'ai tué votre chef, alors j'ai le droit de partir de cet endroit de fou. Tu as tué Kubiya? Ben oui, il n'est plus de votre monde. Je n'ai jamais été informé de cela, trancha la fée. Je suis désolé, mais la seule chose que vous venez de faire, c'est de transgresser une loi naturelle. D'ailleurs, je sens que le porteur de votre sanction approche. Mais, en attendant, je vous condamne à dormir éternellement jusqu'à ce que quelqu'un d'autre pénètre ici et décide de rompre ce sort. Taruki sortit l'arme sacrée. Mais il s'écroula subitement. La fée avait déjà lancé son pouvoir au moment où elle avait terminé de parler. Taruki était emporté par un sommeil éternel, sans être pour autant mort. Était-ce sa fin? Allait-il se réveiller et voir Félian lui administrer sa sanction? Une patrouille volait dans les airs. Celle-ci était constituée de Ryu, Tessaor, Serald et Ilima. Il faut vite trouver la montagne d'eau pour éteindre ce feu, s'impatienta Ilima. C'est moi ou le feu est en train de réduire de volume, se demanda Ryu. C'est que Félian a été plus rapide que nous pour ouvrir la montagne, constata paisiblement Tessaor. Une autre patrouille armée composée de 20 experts avait également été envoyée pour réceptionner le criminel. Ils balayèrent le terrain, mais ils ne virent ni village de nains, ni un Taruki en fuite. L'adolescent dormait toujours. Il était emprisonné dans un sommeil sans rêve, et seul le prince non charmant pourrait le libérer de ce sommeil. Mais lorsqu'il allait être libéré,
la nuit tomberait sur lui. Au bout d'un temps indéterminé, une personne vient chercher l'adolescent pour le transporter dans un autre lieu. Puis, il entama la prière pour rompre le sommeil. Taruki se réveilla alors. Fin de Emi 6.